So we are the strange guys. Passer en français. Nous sommes les gens bizarres qui viennent de la blockchain. On cumule en plus, on vient de l'univers de la cybersécurité, donc on n'est pas toujours très compréhensible. L'avantage quand même de venir de la cybersécurité, c'est qu'on partage certaines contraintes dans la préservation de la vie privée commune au sujet de l'identité au sens large et de la reconnaissance de compétences et des profils des utilisateurs. On est sponsor aussi de l'événement et on est présent au stand, donc venez nous parler, on parle même anglais aussi. Et on est venu avec des gens qui parlent aussi plus français sur les sujets, qui sont plus habitués à accompagner des acteurs publics ou des grandes entreprises sur les sujets d'adoption des nouvelles technologies, de les accompagner, de leur faire comprendre ce que des fous furieux disent comme nous et de les former et de co-créer des choses avec une vocation d'améliorer les choses de manière globale, parce qu'on partage des utopies quand même en termes d'amélioration sociétale avec eux. Et donc voilà, ils sont avec nous présents sur l'événement, donc vous pouvez venir les rencontrer. Alors, comme des fois j'ai pas le temps de tout mettre en fin de présentation, j'ai fait un spoiler, je mets d'abord les points essentiels. Alors vous en connaissez certains parce que si vous avez assisté à la présentation ce matin, mais je vais les prendre, les reprendre un par un, et si vous retenez ces 12 points-là, c'est l'essentiel. Donc maintenant, effectivement, les Open Badge V3 correspondent en fait aux Verifiable Credentials gérés par, entre autres, le W3C. On ne parle pas de Verifiable Credentials sans identifiant décentralisé, donc c'est important de bien comprendre ce que sont les identifiants décentralisés. Une misconception sur laquelle on se bat beaucoup, c'est que les utilisateurs n'ont pas vocation à avoir un identifiant décentralisé, parce qu'on a vraiment des risques concernant la vie privée des utilisateurs si on fonctionne comme ça. On est féru de blockchain, mais on n'a pas besoin de mettre de la blockchain partout, et parfois on n'en a presque pas besoin. Mais des fois, c'est vraiment idiot de s'en passer parce que c'est vraiment très efficace. Quand on parle d'utilisation de la blockchain, on va quand même au-delà du simple horodatage certifié, qui est une utilisation que les gens comprennent assez bien, et c'est bien qu'ils aient assimilé cet usage-là, mais on va quand même beaucoup plus loin maintenant. Ce qui est important de comprendre aussi, parce que c'est une angoisse existentielle légitime, quand on parle de blockchain qui ne concerne... On ne va pas mettre d'informations personnelles sur ces blockchains. Et quand on comprend ça, déjà, on a moins peur d'utiliser des blockchains publiques dans notre position. C'est qu'on peut et on doit utiliser des blockchains publiques. On n'a pas besoin de réinventer à chaque fois des usines à gaz et des blockchains privées, permissionnées, qui rajoutent des single point of failure, alors que justement le but c'est d'avoir des outils communs. On peut dire aussi que les Open Badge V3 font partie un peu du Web 3. Alors c'est un terme un peu hypé, où on met un peu tout n'importe quoi dedans, mais retenez quand même que c'est l'idée de mettre l'utilisateur au centre et d'avoir moins de pouvoir donné aux services et aux serveurs. Alors ce faisant, évidemment, ça donne plus de pouvoir aux utilisateurs, évidemment plus de responsabilités, comme on le sait, mais pour nous, c'est quand même l'avenir de donner plus de pouvoir aux utilisateurs qu'à des acteurs centraux qui peuvent avoir en plus des comportements abusifs. Comme le disent beaucoup d'acteurs qui sont sur ces sujets-là, y compris ce matin, je l'ai entendu, c'est très récent. Effectivement, il faudra 1 an ou 2 avant probablement que ce soit adopté, mais en fait, ça apporte vraiment beaucoup de nouveautés, donc je vous conseille de vous y mettre tout de suite. Évidemment, on a besoin de nouveaux outils et de nouvelles façons de penser pour arriver justement à comprendre tout ce système. Donc voilà, si vous avez à peu près compris ça, c'est bon. Bon, en fait, on va dire qu'il y a un troisième, c'est que le fait que notre entreprise MadeID travaille sur fournir ces nouveaux outils. Donc, faut savoir qu'on est dans une phase d'adoption et d'évangélisation. Donc, tous les gens qui sont du secteur, on ne se voit pas vraiment en compétiteurs. On est très content là de discuter de BC Diploma qui ont les mêmes contraintes de ce côté-là avec nous. Voilà, on est plus dans des phénomènes de coopétition, et ça colle bien à l'idée aussi qui est poussée notamment par Christopher Allen, que ce qu'on construit là, c'est des communs blockchain et des standards ouverts. Pour la petite histoire, nous on travaillait déjà sur les sujets d'identifiants décentralisés, des blockchains, les Verifiable Credentials,
et les open badges en V2. Et on disait, c'est dommage que les deux se rapprochent pas, parce que ça fait sens. Et on réfléchissait à ça sans savoir qu'il y avait des gens qui travaillaient déjà sur Open Badge V3, parce qu'on ne s'était pas rapproché d'eux. Et ce qui nous faisait sourire, c'est qu'à chaque fois qu'on pense avoir une idée originale, on découvrait avec quelques mois de décalage que Kirill et moi avait déjà eu l'idée, avait déjà en parlé. Donc on est des grands fans de ses travaux et on est très content de ce qu'elle dit au working group sur les verifiable credentials pour éducation. Je suis obligé de parler un petit peu du coup de l'identifiant des identifiants décentralisés, parce que c'est la pierre angulaire quand même de la chose. Souvent, quand on a une identité, jusqu'à maintenant, elle était fournie par des acteurs qu'on ne maîtrisait pas. On va dire les trois grandes catégories: l'État, l'entreprise dans laquelle on est, et les GAFAM, enfin, avec les fameux boutons infâmes Login with Facebook, Login with Gmail. On va dire le pendant étatique en France, c'est un peu France Connect, mais c'est un peu cette idée de faire de la fédération. Mais ça ne résout pas les problèmes qui sont intrinsèquement collés aux identifiants qui sont centralisés. On utilise des technos en termes d'authentification qui sont vraiment très faibles en termes de sécurité. On a des dépendances avec des acteurs centraux, évidemment. On a des parcours utilisateurs qui ne sont pas simples. Des choses peu standardisées en termes de conservation des données, donc il y a eu des pertes, des dangers côté de la vie privée, enfin voilà. Est-ce que j'ai passé 2 slides en même temps? Non. Donc en gros, pas d'identifiant décentralisé non plus, sans vraiment avènement de la blockchain. La relation se fait même y compris au niveau des valeurs. En fait, si on veut caractériser un peu les valeurs de ce que c'est qu'une blockchain, on aime bien cette définition qui est un peu commune dans notre culture, c'est celle définie par Andreas, qui est une blockchain a une vocation à être transfrontalière, internationale, neutre technologiquement, publique, ouverte et résistant à la censure. En général, quand on parle de blockchain et qu'il y a une blockchain qui ne correspond pas à ça, c'est que ce n'est pas vraiment une blockchain. Il faut faire très attention à ne pas se retrouver dans le meilleur des mondes ou en 1984, en mode 1984, quand on travaille sur les sujets liés à l'identité. Et ce qu'il faut, souvent les gens ne comprennent pas que les gens qui sont du secteur ont ça en tête fortement, et notamment Christopher Allen, qui est un des co-constructeurs en fait de ces sujets, a mis une sorte de guideline de 10 principes qu'il faut respecter pour justement faire les choses convenablement. Je n'ai pas le temps d'entrer dans toutes, mais en gros, dans l'idée qu'il y a de la persistance, il y a de la sécurité, il y a du contrôle, les gens doivent consentir au partage d'informations. Voilà. Quand on mélange ces deux groupes de valeurs, à terme, on doit obtenir une sorte de système public de l'identité inarrêtable, avec justement des systèmes d'authentification qui tiennent la route en termes de sécurité, la fin des empilements de second facteurs pourris sur les uns les autres en termes d'authentification. Les parcours utilisateurs sont plus simples, les gens remplissent moins des choses sans passer par des intermédiaires de fédération pour autant. On a plus d'informations côté utilisateur, moins de risques de leak et de hack et de danger côté vie privée des utilisateurs. Je ne rentre pas dans les détails, je n'ai pas le temps. Bon, en gros, pour dire qu'il y a une vocation du coup à mettre plus de choses dans les mains d'utilisateurs en termes de contrôle, en termes de management, en termes de consentement. Les fameux exemples un peu classiques, mais on va en reparler un petit peu. Un des problèmes qu'on essaye de résoudre avec les Open Badge V3 et les Verifiable Credentials au sens large, c'est l'absence de dépendance, enfin, la dépendance actuelle qu'il y a entre un issuer, un user et un verifier, que le verifier ait besoin d'aller consulter quelque chose chez l'issuer pour vérifier. C'est un peu la problématique que vous rencontrez. Je sais que bien que dans les Open Badge V2, on est censé pouvoir signer numériquement, par exemple, les badges, mais en fait, quasi personne ne fait ça et tout le monde utilise la vérification hosted. Ça veut dire que si une institution donne un Open Badge et disparaît, et son site disparaît, ils ne sont plus valides. Donc voilà, c'est des choses qu'on résout avec des intermédiaires techniques neutres, comme peuvent l'être certaines blockchains publiques. Donc en fait, le but, c'est que ces issuers donnent des informations à l'utilisateur, mais fournissent aussi des traces sur des blockchains publiques
pour que les vérifications, les vérifications se fassent sans avoir besoin de consulter l'issuer. Si l'issuer disparaît, le credential reste valide. Donc ça, c'est un peu le résumé de tout ça. C'est on a l'utilisateur qui est au centre, qui a la maîtrise de ses informations, de ses documents d'identité, de ses secrets, à travers en général ce qu'on appelle une application décentralisée, une DApp. Donc c'est souvent une application mobile ou éventuellement une extension de navigateur. Donc voilà, on est un petit peu sur ce schéma global. Même si c'est un terme qui est hypé, le Web 3, retenez quand même que c'est quand même un prolongement logique et d'avoir plus de choses côté utilisateur, une amélioration de sa sécurité et de sa privacy, et une des architectures qui sont plus résilientes, décentralisées, avec moins d'acteurs, avec des risques d'abus liés à ces acteurs centraux. Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail de ça, mais le sujet des DID et des Verifiable Credentials est beaucoup plus vaste que les use cases qui sont généralement ceux des Open Badge. Je sais qu'il y a des Open Badge très, très divers, mais pour vous dire qu'on va pouvoir sans doute élargir même les cas d'utilisation des Open Badge. Donc voilà, il y a les grands secteurs documentés par le W3C. Voilà, on dépasse largement les sujets habituels, pour le meilleur et pour le pire, donc du coup il faut faire attention à ce qu'on fait dans ces domaines-là. Donc je remartèle, et nous remartélons souvent dans le secteur, que les blockchains n'ont pas vocation à contenir d'informations personnelles, on fournit des solutions qui ne doivent pas permettre de traquer, d'espionner ou de censurer des individus, c'est pas le but. Pour les gens qui, comme nous, faisons gaffe à ne pas tomber dans ces travers-là, on travaille avec d'autres personnes pour éviter, par exemple, la corrélation qu'il peut y avoir entre par exemple, si les gens commencent à utiliser trop régulièrement un seul identifiant décentralisé et qui s'en servent tout le temps auprès de plein de vérificateurs, le risque, c'est que les vérificateurs puissent faire des recoupements d'informations et reconstruire des profils. Donc, ça risque pour la vie privée. Donc, nous, on milite avec d'autres pour utiliser des preuves jetables. Alors, ça peut être des choses très techniques comme le Zero Knowledge Proof, mais en général, c'est pas forcément pour nous la meilleure des solutions. Mais en gros, des identifiants multiples, voire jetables. Et donc, c'est possible aussi de fonctionner comme ça, pour ne pas avoir de risque de corrélation. Ça, c'est le schéma que vous connaissez tous, vous avez vu 1000 fois. Donc, si on essaye de faire rapidement un parallèle entre V2 et V3, donc, dans le V2, les problèmes qu'on a, c'est qu'on avait effectivement, l'Open Badge n'était pas vraiment un standard au sens littéral du terme. On avait une présence un peu trop importante à notre goût de sites d'entreprise. On a aussi une trop grande distinction entre, ça fait un peu une verticalité entre les émetteurs et les receveurs. La formalisation du stockage des données n'était pas forcément géniale. On avait peut-être des risques de patent. En termes de vérification de l'identité des porteurs de badge, on peut faire des choses avec des missing information, des choses comme ça, mais pareil, en général, c'était pas, on ne pouvait pas aller jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire techniquement de nos jours. Donc là, l'avantage, c'est qu'on est quand même sur des choses qui sont un peu plus standards, avec des acteurs techniques qui sont des blockchains pour porter ce qui était porté par des acteurs à risque comme juste des sites d'entreprise, pour des traces, les trusted registries, enfin des choses comme ça. Les receveurs d'Open Badge, maintenant, ils sont identifiés, donc ils peuvent devenir des acteurs et eux-mêmes fournir des badges. Donc on a une plus grande facilité à faire des badges en pair à pair aussi, par exemple, donc ça casse un petit peu la verticalité habituelle. Donc par exemple, entre étudiants, entre apprenants, voilà. Le stockage côté utilisateur, l'avantage aussi, c'est qu'on peut reprendre des travaux qui ont été faits parce que les portefeuilles d'identité, en fait, se rapprochent beaucoup des considérations qu'on a quand on fait des portefeuilles au sens crypto-actifs, crypto-monnaie, ce que vous voulez. Donc on peut profiter aussi des avancées qui ont été faites dans ce sens-là. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, on est sur des choses ouvertes. Et quand on parle de Verifiable Credential, il y a une notion que je vous invite à bien comprendre aussi, qui est la Verifiable Presentation, qui est le fait de prouver qu'on est bien le holder d'un Verifiable Credential, et ça résout aussi des problèmes de vérification d'identité qu'on avait traditionnellement avec des Open Badge version 2.
En fait, puisque les gens ont un wallet dans les mains, on a une capacité d'aller au-delà des usages traditionnels. Ces wallets peuvent faire des actions de dématérialisation un peu plus larges. On peut aller jusqu'à faire de la signature avec ces mêmes identités, à faire du chiffrement, justement à rentrer dans des communications entre utilisateurs. Ça a facilité les authentifications fortes, voilà, ce genre de choses. Là, je vous présente rapidement des exemples des screenshots de notre application. Nous, on essaye de donner de la place aux issuers et à leur monde. On appelle ça des univers d'issuers, pour que, en fait, quand quelqu'un reçoit un badge, il ait la capacité d'avoir, par exemple, de conserver un lien avec le fil des réseaux sociaux de l'issuer, à se retrouver dans sa charte graphique, son logo. Voilà, on essaye de garder un lien entre les gens qui émettent les credentials et ceux qui les reçoivent. Et avec une facilité de basculer d'un monde à l'autre. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, c'est des choses qu'on essaye de faire dans l'amélioration des outils côté wallet, côté portefeuille d'identité. Juste très rapidement pour terminer, c'est le genre de sujets sur lesquels on travaille aussi et qui sont propres à ce qui est permis avec ces credentials. C'est le fait, par exemple, que certains services soient réservés à des gens qui ont des credentials. Alors ces services, ça peut être des services centralisés. Là, par exemple, on a fait un bot pour des réseaux Discord. Pour joindre un Discord, pour avoir des pleins accès, il faut montrer qu'on a des badges ou des credentials. Et c'est que comme ça qu'on obtient un accès. De manière générale, en fait, le LICA nous le rappelait, en fait, on peut avoir une motivation supplémentaire à ce que les gens fassent acquisition de badges, en fait, pour qu'ils aient accès à d'autres services un peu réservés aux gens qui ont le badge. Alors ça peut faire penser à une forme de restriction, mais ça peut être aussi une motivation supplémentaire à rejoindre certaines communautés et à faire une sorte d'achievement unlocked, de gamification, on appelle ça comme on veut. On fournit des exemples aussi, parce que c'est des technos qui ne sont pas forcément faciles à comprendre, des exemples de code source pour que les gens qui développent des applications de serveurs sachent faire de l'authentification sur ces bases techniques. Donc en fait qu'un service, que l'enrôlement sur un service web centralisé soit facilité avec de l'identité décentralisée, des credentials, des badges et ce genre de choses. On a donc une application qui laisse de la place à plein d'issuers et leur univers, mais on est capable aussi de faire des applications dédiées. On en a fait une première pour le LICA et pour ses propres communautés d'utilisateurs et ses propres partenaires. Donc c'est des choses qu'on sait faire. On aimerait éviter de multiplier des wallets et le développement de wallets forkés, entre guillemets, mais parfois c'est utile. On est aussi sur des usages de portefeuilles qui sont un peu moins complexes. Alors ça peut pas être utilisé partout, mais par exemple, qu'une carte à puce NFC soit un portefeuille, que ce portefeuille porte un identifiant décentralisé qui est lié à quelqu'un. Donc voilà, on peut faire des choses, on peut réfléchir à des choses un peu bizarres comme la vérification biométrique décentralisée. C'est des choses un peu, apporter un peu de renouveau dans un monde qui n'allait pas vers le beau, parce que la plupart du temps, les vérifications biométriques se font avec des bases centralisées, et voilà, on peut faire sans maintenant. Mais au final, on se retrouve quand même avec des choses assez classiques, avec une application qui présente des badges, avec des descriptions, les critères, et tout ce qu'on a l'habitude de voir traditionnellement. On travaille avec le LICA beaucoup sur l'accompagnement des gens qui viennent pour définir évidemment leur template, leur parcours, du coup, en plus, leur univers chez nous, voilà, donc pour rentrer dans l'écosystème. Voilà, pour dire aussi que c'est pas parce qu'on a une application mobile qu'on a des difficultés. Depuis l'application mobile, on peut s'authentifier sur des services mobiles, on peut s'interfacer avec des services en ligne traditionnels, et en général, ça se fait très simplement à travers des QR codes à scanner, et c'est aussi ce qu'on utilise quand les gens, par exemple, s'échangent des badges en pair à pair, ils le font simplement en s'échangeant des QR codes visuellement. Ça tombe bien, c'était la dernière slide, qui vous invitait à venir passer nous voir sur notre stand si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup.